Dans ce module, nous allons nous intéresser à la question de la préparation de la démarche et de toutes les différentes questions qu'on doit se poser avant de démarrer un budget participatif. Alors, la première chose, c'est de se demander quels sont les objectifs visés. Donc, les objectifs politiques sont expliqués dans une autre vidéo. On a la question de la place de la délibération. Alors, la délibération, on peut le voir sur deux aspects. Notamment, c'est le fait de pouvoir avoir un cadre formel dans lequel on aura un échange d'arguments, mais aussi le fait de laisser cette réunion, notamment au public, indispensable, obligatoire pour le fait de pouvoir faire avancer ces propositions. Alors on a un certain nombre de villes où, au contraire, on n'a pas besoin d'aller dans n'importe quelle réunion, il suffit de poster sa demande en ligne pour qu'elle suive son cours. On n'aura pas l'obligation d'aller confronter son besoin à d'autres besoins plus urgents et du coup aussi d'apprendre sur les besoins des autres. La question de la place d'Internet est aussi un autre élément important. Beaucoup de démarches, à l'heure actuelle en France notamment, sont pilotées de près ou de loin avec le service de communication pour qui la question d'Internet est importante. Or, en fait, si on regarde l'ensemble des budgets participatifs en France, la plupart, notamment parce qu'ils sont organisés par des petites villes, n'ont pas de collecte des demandes par Internet, ou si c'est le cas, c'est uniquement par email, n'ont pas de système de vote en ligne et préfèrent l'utilisation d'urnes physiques qui sont déjà dans le patrimoine de la ville. Donc, quelque part, on peut se demander à quoi sert Internet. Alors, on a peut-être la question de l'échelle qui permet aussi d'expliquer que lorsqu'on est une grande ville, on a tendance aussi à permettre cette dématérialisation des débats. Autre question importante, c'est quel est le public visé? Est-ce qu'on, par exemple, quand on organise un budget participatif jeunesse, on cherche clairement à stimuler la participation des jeunes en disant vous avez une enveloppe qui est consacrée, qui vous est dédiée, c'est bien de s'en saisir. Et donc du coup, on peut voir que dans certains nombres de démarches, alors c'est le cas notamment lorsqu'un bailleur social organise un budget participatif, comme la RIVP à Paris, ou lorsque c'est l'Université de Tours qui organise un budget participatif pour ses étudiants, qu'on vise là un public spécifique qui pourra participer, et à l'inverse, des publics qui seront exclus. Donc c'est notamment pour le cas à l'Université de Tours, où par exemple les personnels administratifs et de recherche n'auront pas la capacité à voter ou à proposer des projets. D'autres objectifs sont importants, c'est la question du territoire. Donc là, par exemple, est-ce que le territoire est divisé en zones ou au contraire, est-ce qu'on a une unicité du territoire pour pouvoir voter? Donc, notamment, c'est le cas à Grenoble où on vote sur l'ensemble de la ville, contrairement à Paris où là, pour le coup, on vote à la fois pour la ville, mais aussi un centre de projet dans lequel on doit choisir un arrondissement particulier. On peut aussi exclure ou choisir des thématiques de l'action publique. Certaines villes, par exemple, disent qu'elles veulent des propositions qui sont clairement en lien avec le développement durable. Ce sera aussi le cas avec le démarrage en fin d'année 2017 du budget participatif national piloté par l'ADEME sur la question du plan climat demandé par Nicolas Hulot. On a la question de l'articulation ensuite qui est importante entre ce que fait déjà la ville, alors notamment avec les associations, mais aussi avec l'ensemble des autres administrations publiques, enfin des autres directions qui composent la mairie ou n'importe quelle administration, pour se dire, voilà, on a déjà des pratiques, on a déjà des dispositifs qui existent, est-ce qu'on organise un budget participatif de manière à empiler un autre dispositif sans qu'il fasse beaucoup de liens? Au contraire, on va créer une sorte de synergie où, par exemple, les propositions qui seront déposées dans le cadre d'un budget participatif qui seront inéligibles pour X raisons seront ensuite retravaillées dans un autre cadre pour, par exemple, proposer une subvention à une association alors que le projet, lui, ne rentre pas dans les clous du budget participatif. Vous voyez que donc, il y a un certain nombre de questions à se poser, d'organisation, et puis surtout, une question importante qu'on n'a pas encore traitée, qui est la question du budget. Quel budget sera consacré au budget participatif? Est-ce qu'on est là sur une portion ultra minoritaire du budget d'investissement ou au contraire, est-ce qu'on permet notamment d'avoir des projets qui ont un clair lien avec
le budget d'investissement, mais aussi, pourquoi pas, avec un budget de fonctionnement, puisque à l'heure actuelle, l'ensemble des projets de budget participatif en France vraiment refusent qu'on ait des projets qui soient en lien avec des dépenses de fonctionnement, sauf peut-être à l'exception des budgets participatifs des lycées. Alors, on trouve des variantes dans les budgets participatifs, des variantes qui sont contraintes. Donc, c'est notamment la question de la trajectoire financière d'une ville. On peut, lorsqu'une collectivité choisit de faire un budget participatif, créer des projets qui sont en lien avec les compétences légales. On a aussi la question qu'on ne peut pas tout faire avec un budget participatif, et notamment lorsque la démarche, les projets peuvent avoir un lien avec d'autres strates d'administration. Je pense notamment à certaines villes qui ont des voies navigables, où pour le coup, du coup, ça appartient à l'Association des voies navigables de France. Quand c'est un parc départemental qui est au milieu d'une ville, du coup, on ne peut pas proposer de projet, puisque du coup, c'est une autre administration qui a en charge cette gestion. Donc il y a tout un certain nombre de limites qui existent en fonction des différentes administrations qui existent déjà. On a ensuite la question importante des limites, qui sont la question du jeu politique propre au territoire. Donc on peut très bien avoir une administration qui joue le jeu, mais où l'opposition va du coup crier au scandale sur tel ou tel projet qui serait une hérésie de leur point de vue, et dont on va essayer de miner la crédibilité du processus du budget participatif, alors que, au contraire, dans un certain nombre de villes, l'opposition va trouver que ce genre de dispositif, lorsqu'on le crée, va dans le bon sens, et au contraire appuyer cette démarche. Et donc du coup, le jeu interne, notamment en termes de communication locale avec la presse quotidienne régionale par exemple, ne sera pas du tout la même, et risque d'avoir un impact sur la manière dont la démarche se stabilise dans le temps. Et puis on a la question de la capacité en interne à l'administration de pouvoir implémenter, alors à la fois d'analyser et ensuite de réaliser les besoins. Et là, on peut voir qu'il y a un certain nombre de choses cruciales à voir en ce moment, notamment avec le fait que les finances, et notamment la dotation globale de fonctionnement apportée par l'État, tend à se réduire, et du coup, en fait, il y a une sorte de pénurie de personnel qui se crée. On évite de remplacer les départs à la retraite, et puis il y a un certain nombre de CDD aussi qui ne sont pas reconduits. Et donc du coup, ça a un impact aussi sur la capacité d'une ville, lorsqu'elle a moins de fonctionnaires, à pouvoir accepter ces projets, et notamment les mettre en œuvre. Et puis ensuite, il y a la question, même dans une situation idéale où les personnels sont en augmentation et le budget est au vert, la question des pratiques déjà existantes, où on peut très bien avoir une situation financière qui est très positive, mais des pratiques qui n'existent pas. Et donc là encore, cette dépendance du sentier, quelque part, va avoir un impact sur la qualité du processus. Nous aurons l'occasion d'y revenir.